Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons diffuser le témoignage d'un élu présent lors des manifestations violemment réprimées autour de la méga-bassine de Sainte-Soline. Benoît Biteau est paysan en Charente-Maritime, ancien vice-président de la région Poitou-Charentes en charge des questions agricoles, eurodéputé écologiste et milite depuis des années contre la construction des méga-bassines. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. On a fait un premier épisode dans lequel on a abondamment parlé du problème politique que posent les bassines. On va revenir maintenant sur les manifestations qui ont dégénéré, notamment à Sainte-Soline, donc le week-end dernier. On est en mars 2023 pour situer la date de notre entretien. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette manifestation, par qui elle a été organisée et à partir de quel moment cette manifestation a dégénéré ? Alors moi, forcément, j'étais à cette manifestation comme à toutes celles qui ont lieu avant. Le projet des bassines, c'est un long projet d'opposition qui fait que malheureusement, on s'est réunis déjà trop souvent sur ce projet-là. Pour avoir une idée, il y en a eu combien à peu près des manifestations auxquelles tu as pu participer ? C'est plus d'une dizaine, c'est sûr. C'est plus d'une dizaine, mais au départ, beaucoup plus confidentielles que celles que les deux dernières. Hein. La première, au mois d'octobre, je pense qu'on était entre 8 et 10 000 manifestants. Là, le 25 mars dernier, on était 30 000. Donc, on voit bien la montée en puissance. C'est lié au fait que les gens se documentent, comprennent ce qui se passe et du coup, s'insurgent sur cette confiscation d'un commun qu'est l'eau et s'insurgent aussi sur la mobilisation, la confiscation plutôt de cette ressource pour une minorité d'agriculteurs qui ne représentent que 6% des agriculteurs et qui mobilisent beaucoup d'argent public et qui participent au dérèglement et au bon fonctionnement du grand cycle de l'eau. Donc c'est la raison pour laquelle on est toujours plus nombreux. On est toujours plus nombreux aussi parce que malgré les alertes, via les procès gagnés en justice par les recours déposés par les associations de protection de la nature, on a gagné tous les recours. Malgré les alertes de la communauté scientifique qui dit que on a un vrai sujet autour de l'eau, c'est pas contestable, que l'agriculture sera un secteur lourdement impacté par le changement climatique et donc l'accès à l'eau, nous dit que c'est pas la bonne façon de trouver les réponses pour y compris le monde agricole. Donc tout ça fait que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on soit toujours plus nombreux. Après, les organisateurs, ça aussi, c'est qu'on a de plus en plus de manifestants, mais il y a aussi de plus en plus d'organisateurs. C'est-à-dire que l'initiative des 2 grandes dernières manifs a été prise par 3 collectifs, on va les appeler comme ça, les Soulèvements de la Terre, la Confédération Paysanne. C'est la preuve que des paysans sont pas forcément d'accord avec la façon dont on traite la relation à l'eau en agriculture. Et le troisième, c'est le collectif Bassines Non Merci. Ça représente aujourd'hui plus de 200 organisations, plus ou moins importantes, mais ces 3 collectifs rassemblent à eux 3 plus de 200 organisations tournées vers la cause écologique, on va l'appeler comme ça. Donc c'est quand même extrêmement important, c'est un mouvement de fond extrêmement important. Voilà, donc ouais, c'est une étape supplémentaire. Mais je trouve qu'en arriver là, c'est quand même révélateur de l'incapacité de l'État à écouter les gens qui ont des choses à leur dire, qu'ils soient scientifiques, citoyens ou associations de protection de la nature, et donc le droit. Est-ce que tu peux nous raconter le déroulé de la manifestation jusqu'au moment où ça dégénère, pour qu'on essaye de visualiser comment ça a pu se passer, voilà, qui y avait aussi dans les cortèges, des paysans, des manifestants radicaux. Toi, qu'est-ce que tu as vu? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer? Ça peut être un peu plus long là, comme réponse, mais... D'abord, replacer le contexte, c'est-à-dire que la manifestation est déclarée interdite sur 2 communes par la préfète. La préfète des Deux-Sèvres dit rassemblement interdit, c'est pas manifestation, rassemblement interdit sur les communes de Sainte-Soline et de Mauzé-sur-le-Mignon, qui est l'autre commune où il y a déjà une
une bassine terminée qui a été le théâtre de manifestations pendant la construction de cette première bassine à Mauzé-sur-le-Mignon, enfin, première des 16 sur le Marais Poitevin, parce qu'il y en a eu bien d'autres avant, mais là on parle du projet des 16 bassines sur le Marais Poitevin, donc l'an dernier on était plutôt focalisé sur celle en construction à Mauzé, et donc elle a déclaré rassemblement interdit sur la commune de Mauzé, sur la commune de Sainte-Soline. Donc comment se déroule le week-end? D'abord, la première étape, la première victoire, entre guillemets, c'est que le collectif organisateur réussit à installer un camp de base sur un terrain privé, avec l'accord du propriétaire, dès le vendredi matin, 7h. C'est-à-dire qu'à 7h, quand Madame la préfète se lève et prépare son café, elle découvre qu'un camp rapproché de Sainte-Soline, à la limite de la commune presque, est installé sur une commune où la manifestation n'est pas interdite. Ensuite, le même vendredi, arrive le cortège de tracteurs, c'est-à-dire que la Confédération paysanne, pour montrer que le monde agricole n'est pas unanime derrière ces projets de bassines. Encore une fois, il n'est pas question de dire que pourquoi pas irriguer, pourquoi pas faire du stockage de l'eau, mais pas comme ça. Donc la Confédération paysanne a décidé de faire converger des tracteurs qui venaient d'un peu partout en France, avec un lieu de rassemblement dans le département voisin de la Vienne. Et l'objectif, c'est de permettre à ces tracteurs de rejoindre cette parcelle qui est le camp avancé, on va dire, du départ de la manifestation, avec donc l'impossibilité normalement de le faire, puisque la circulation en cortège de tracteurs a été interdite par un arrêté préfectoral. Et c'est la deuxième victoire, c'est-à-dire que la créativité de mes copains de la Confédération paysanne, je suis moi-même paysan adhérent de la Confédération paysanne, ont réussi à déjouer les stratégies des forces de l'ordre et ont pu rejoindre le camp avancé. Donc c'est un deuxième camouflet, on va dire, pour la préfète. C'est un moment très émouvant pour moi parce que sur ces tracteurs-là, je retrouve des copains de lutte depuis très très longtemps et qui sont là sur leur tracteur pour dire on est là et on lâche rien. On lâche rien, et ce moment-là de l'arrivée des tracteurs sur la zone avancée, c'est vraiment pour moi un moment extrêmement émouvant, qui est l'aboutissement d'années et d'années de lutte et des gens qui sont là depuis le début et qui continuent de ne rien lâcher. Donc ça, c'est un moment extrêmement puissant, extrêmement fort et qui montre que la détermination, y compris des paysans, n'a pas faibli. Et puis arrive le samedi matin, donc qui est le moment du rassemblement des gens qui viennent pour proposer un cortège, avec l'objectif de faire nombre. C'est ça l'objectif, c'est faire nombre. C'est de dire, vous avez essayé dans le débat public de confisquer le débat de fond, avec un ministre de l'Intérieur qui, à Sainte-Soline en octobre, nous dit vous n'êtes que des éco-terroristes. Donc on est sur des éléments de langage qui visent à déplacer le débat sur des éléments de langage et qui occultent le fond. Sauf qu'une fois passé l'actualité brûlante du 28 et 29 octobre et la semaine qui a suivi, sur la qualification d'éco-terroristes des gens qui étaient là sur place, le fond a été abordé. Pour la première fois, dans des grands médias, on a expliqué que ces bassines n'étaient pas remplies avec de l'eau de pluie, que ces bassines étaient financées avec beaucoup d'argent public, que ces bassines ne servaient qu'à 6% des agriculteurs et loin de satisfaire toute la profession agricole. Que les scientifiques nous disaient que si on continue d'avancer sur ces bassines, sur fond de changement climatique, on va encore aggraver davantage la problématique de la raréfaction d'une ressource vitale qui s'appelle l'eau. Donc le débat de fond a eu lieu. Et donc là, l'objectif des organisateurs, c'est de faire nombre, de montrer que le peuple français n'accepte pas cette confiscation, cet accaparement d'une ressource vitale qui, dans la loi, est classée, est présentée comme un commun, a fortiori à grand renfort d'argent public. Donc c'est ça le message qui veut être passé, et c'est une réussite. 30 000 personnes, c'est juste incroyable. Et là aussi, c'est un moment extrêmement émouvant pour quelqu'un qui, comme moi, encore une fois, n'est pas contre l'irrigation ni le stockage de l'eau, mais réclame qu'on fasse les choses avec intelligence. Et là, on a 30 000 personnes qui viennent adhérer à ce discours-là. Et puis, c'est comment qualifier ces gens-là?
Moi, j'ai vu des familles avec des parents qui avaient leurs gamins dans des poussettes, des grands-parents qui accompagnaient leurs enfants et donc leurs petits-enfants. On est sur un truc bon enfant, avec des fanfares, avec... c'est pas des gens qui faisaient du bruit, c'était des gens qui jouaient de l'accordéon, qui jouaient enfin, c'est des fanfares, quoi. Des trucs très bon enfant. On voit bien que la volonté, c'est pas d'en découdre avec les forces de l'ordre. L'objectif, je vais vous dire, l'objectif, c'était de dire, nous, les citoyens, défenseurs de l'eau, on veut faire une chaîne humaine autour des 16 hectares de la bassine et montrer que ces 16 hectares nous appartiennent un peu. Que c'est notre argent public et donc on est là autour pour dire c'est un peu à nous. Ces 16 hectares qui vont stocker de l'eau, qui est un commun, dire cette eau, ça nous appartient un peu à tous. Et donc l'objectif, c'était de constituer cette chaîne humaine tout autour des 16 hectares. C'était ça l'objectif. C'était de faire nombre et de symboliquement, c'est un symbole, symboliquement dire tout ça nous appartient un peu, beaucoup d'argent public, un commun qui s'appelle l'eau, qui sera stocké là-dedans. Au bout de 7-8 km à pied, parce que c'est à peu près la marche qu'on a dû faire pour atteindre la bassine de Sainte-Soline, on trouve effectivement beaucoup de fonctionnaires de police ou de militaires de la gendarmerie qui protègent le trou, parce que c'est un trou. Ils ont protégé pendant tout ce week-end un trou vide, où il n'y a rien à dégrader. C'est-à-dire que même si on avait laissé rentrer ces gens dans le trou, il n'y a absolument rien à dégrader. C'est juste un trou. C'est une digue, un trou, point barre. Il n'y a aucun équipement à l'intérieur, il n'y a pas de bâche, il n'y a pas de tuyau, il n'y a rien. C'est un trou vide. On a déployé 3200 agents des forces de l'ordre pour protéger un trou vide où aucune dégradation n'était possible. C'est là le piège. C'est-à-dire que l'État déploie des forces de l'ordre pour protéger un trou vide et en vérité, quand on y réfléchit, on aurait pu se dire qu'ils auraient pu nous laisser faire, laisser les citoyens entrer dans ce trou vide où ils n'auraient rien pu dégrader. C'est pas avec nos petits doigts qu'on aurait rebouché le trou, c'est damé, c'est pas possible. Aucune dégradation en quelques heures n'aurait été possible sur ce trou vide. Et donc, la volonté de l'État de protéger coûte que coûte ce trou vide, c'était le piège. C'était le piège dans lequel probablement on est tombé. Hein. Je peux faire amende honorable. Et là, quand on arrive, avec le genre de public que je viens de décrire, dès qu'on est à portée de tir, et là, moi, je suis formel là-dessus. Alors moi, je fais partie de ces élus qui dénoncent toute forme de violence. C'est pas ma came, la violence. Moi, je suis sur... et a fortiori quand on est élu, sur des solutions diplomatiques, sur des solutions où on va trouver le chemin sur la base des expertises scientifiques, sur la base des rendus de justice, sur la base de l'acceptation sociétale. Donc c'est ça ma came, c'est pas la violence. Et là on arrive, et dès qu'on est à portée de tir, c'est un déferlement. Déferlement de grenades de désencerclement, déferlement de grenades assourdissantes, déferlement de gaz lacrymogène. Et là, on assiste d'emblée à une scène de guerre. Et là, forcément. Et c'est probablement un échec. Et là, c'est pas moi qui dois supporter cet échec. C'est pas les organisateurs du rassemblement à Sainte-Soline qui doivent endosser cet échec. C'est l'État. C'est-à-dire que l'État a laissé pourrir cette situation, a du coup permis le grossissement des rangs des opposants. Et du coup, le pourrissement fait que, dans ces opposants arrivent des gens qui sont effectivement là, qui attendent que l'étincelle soit lâchée par les forces de l'ordre pour en découdre. Et là, on assiste effectivement à de la violence réciproque. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la stratégie de l'État aurait pu être de dire ils veulent venir à Sainte-Soline. C'est un trou vide. Laissons-les aller, ils vont repartir, ils vont pas passer leur vie là-dedans. Hein. 30 000 personnes ne vont pas passer leur vie là-dedans. Si quelques-uns avaient voulu investir le trou, c'est probablement un public un peu particulier que les forces de l'ordre auraient réussi à dégager avec 3000 personnes. On doit pouvoir ne pas pouvoir laisser s'installer le campement.
Et le tour a été joué, et on n'aurait pas à déplorer aujourd'hui des dizaines de personnes qui sont blessées de façon insupportable. Enfin, moi, j'aurais peut-être dû commencer par là, puisqu'on parle de ce qui s'est passé ce week-end. C'est d'avoir une pensée pour ces 2 personnes qui longtemps ont eu un diagnostic vital engagé. Il n'y en a plus qu'un. Enfin, il n'y en a plus qu'un. Un d'entre eux, son diagnostic vital n'est plus engagé au moment où on se parle. Mais à côté de cela, il y a tout ce que j'ai vu moi. Je suis complètement hanté par des jeunes qui sont défigurés à vie, qui sont complètement... je trouve même pas les mots, quoi. C'est de la mutilation. Mutilé. Et c'est pas des gens qui étaient en cagoule noire, hein. Ça pouvait être mes enfants. Je peux pas m'empêcher de faire ce transfert. Je suis père d'enfants qui sont de la génération de ceux qui sont partis peut-être avec un pied en moins, un œil en moins, une mâchoire complètement détruite. Enfin, je peux pas m'empêcher de faire ce transfert-là. Et c'est pas des gens qui étaient habillés en noir, ceux que j'ai vus très gravement blessés. Donc, il y avait cette stratégie qui consistait à dire, ils sont nombreux, ils veulent aller dans le trou, laissons-les aller dans le trou, ils vont ressortir, ils vont repartir, et ils auront montré qu'ils sont nombreux. Effectivement, ça, c'était une forme de défaite pour l'État. Mais surtout, c'est que le rassemblement à Sainte-Soline du 25 mars n'aurait jamais dû exister. C'est-à-dire que si l'État était dans ce rôle de concertation, de consultation et de médiation, ils auraient fait temps mort, ils auraient dit stop, il y a un moratoire. On a déjà vécu en 2015 quelque chose de similaire qui s'appelle Sivins. Et on est exactement avec les mêmes ingrédients. Un projet qui était dans l'illégalité totale, et c'est le cas des méga-bassines, et qui, malgré ça, bénéficie d'un arrêté préfectoral de déclenchement de travaux, qui génère une résistance citoyenne colossale, et qui fait que on a un affrontement avec les forces de l'ordre à Sivins protégeaient un Algeco. La mort d'un gamin de 21 ans pour protéger un Algeco. Là, j'espère que, je touche du bois, on n'aura pas à déplorer le décès à nouveau d'un militant écologiste. Mais pour protéger un trou vide. Un trou vide. Pourquoi vous dites que la bassine est illégale ? Parce que le recours qu'on a déposé porte sur les volumes disponibles pour utiliser de l'eau en irrigation. Ce recours a été gagné au tribunal administratif de Poitiers pour 9 des 16 bassines. C'est-à-dire que 9 des 16 bassines sont surdimensionnées. Seules 7 seraient dimensionnées comme il faut. Mais ce jugement convoque, et c'est la raison pour laquelle il y a une seconde procédure, le fait que la globalité du projet, même si il est considéré que 7, et Sainte-Soline fait bien sûr partie des 7, et celle de Mosée aussi, mais ça veut dire que le dimensionnement du projet n'est pas conforme à la réglementation en France et à la réglementation en Europe en vigueur. Et donc, c'est le sujet d'un second recours qui est actuellement en instruction, qui montre que la globalité du projet n'est pas bonne. Et donc, saucissonner le truc en disant sur les 16, il y en a 9 qui sont bien, 9 qui sont pas bien, 7 qui sont acceptables, c'est ne pas intégrer ce que dit la communauté scientifique, qui dit qu'on est dans ce qu'on appelle une zone de répartition des eaux, et que ce qui se passera sur les 7 qui sont probablement bien dimensionnés aura un impact sur la globalité du projet. Et donc, du coup, c'est ça qui va se passer, c'est que mon petit doigt me dit que le deuxième recours qui impacte la totalité du projet va être gagné. Et donc, l'illégalité, elle est démontrée, en tout cas pour 9 des bassines, elle est en tout cas démontrée sur le fait que les volumes prélevables, et là par contre c'est pour la globalité du territoire, c'est-à-dire que la décision de justice du tribunal administratif de Poitiers dit que les volumes prélevables ne sont pas conformes à la réglementation. Et donc, aujourd'hui, l'arrêté préfectoral de distribution des volumes est cassé par le tribunal. Et donc, aujourd'hui, on est en train de construire des bassines pour lesquelles on a un arrêté préfectoral d'attribution de volumes qui ne permet pas de les remplir. Vous voyez un peu la cocasserie du moment, là ?
Et on nous dit, mais ces projets sont parfaitement légaux. C'est pas parce que la préfète a décidé de produire un arrêté préfectoral de déclenchement des travaux que la légalité du projet est au rendez-vous. Et puis après, on parle de la dimension légale. Moi, je parle de la légitimité. C'est-à-dire que quelle légitimité il y a à avancer sur un projet où la communauté scientifique nous dit que c'est pas la bonne façon de faire? Quelle légitimité il y a à dire que on peut avancer sur ce projet alors que les décisions de justice montrent qu'on ne sait même pas avec quelle eau on va les remplir? Est-ce qu'il n'y a pas une légitimité à dire il y a beaucoup d'argent public, on exige une acceptation sociale? C'est pas tout à fait la même chose, mais quand je parle de légitimité, ça légitime aussi le rassemblement des 30 000 personnes qui étaient à Sainte-Soline. On reviendra sur cette dichotomie entre légalité et légitimité, ouais, si vous voulez. parce que c'est quand même très intéressant sur ce sujet-là. On va revenir aux blessés. Qu'est-ce qui a causé tous ces blessés? Quelles sont la nature des blessures qui sont observées aujourd'hui et leur nombre? Est-ce qu'on a une idée une semaine après les événements? Alors, les forces de l'ordre ont déclaré, je crois, une quarantaine de blessés. On n'a pas de détails sur la nature des blessures. Je laisse le ministère de l'Intérieur nous livrer les détails. En ce qui concerne l'autre camp, si je puis dire, on a recensé 200 blessés, 40 graves, une vingtaine ont souhaité, malgré la gravité de leurs blessures, être pris en charge et donc bénéficier de soins hors de la région Poitou-Charentes pour ne pas être capté à la sortie de l'hôpital pour être mis en garde à vue. Parce que c'est ça qui se passe aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on est blessé, on va à l'hôpital, on bénéficie de soins, mais à la sortie de l'hôpital, c'est pas la famille qui vous attend pour rentrer à la maison, mais c'est les forces de l'ordre qui vous chargent dans un camion de police pour vous mettre en garde à vue. Donc une vingtaine d'entre eux ont fait le choix de sortir de la juridiction de Poitou-Charentes. Et 20 autres sont dans des hôpitaux de la région Poitou-Charentes parce qu'il fallait absolument qu'ils soient pris en charge dans des délais très serrés. Et donc la prise en charge dans des délais très serrés nécessitait qu'ils soient pris en charge dans des hôpitaux les plus rapprochés possibles du site. Donc ceux-là, ils sont vraiment très sévèrement blessés. Les blessures, c'est des grenades et des LBD. Des grenades et des LBD. Donc des grenades de désencerclement qui projettent des projectiles qui emportent des mollets, qui emportent un pied, qui emportent une main, qui peuvent impacter un œil. Les LBD, bien sûr, c'est des tirs tendus qui font que sur le visage, c'est absolument désastreux. Alors qu'ils sont censés être tirés en cloche, c'est ça ? Mais on a une mission d'observation indépendante de la LDH. Il y avait 40 observateurs indépendants de la Ligue des droits de l'homme qui étaient là et qui ont observé des tirs tendus. J'ai lu 6 observateurs, mais je vais lire... Non, ils étaient plus que ça, ils étaient 24, je crois. Je vais lire quand même un passage, parce qu'effectivement, le premier rapport, je crois qu'ils vont en faire un plus fourni, publié par la LDH, et au vitriol contre le dispositif du maintien de l'ordre. Donc je lis, je cite, le dispositif a mis gravement en danger l'ensemble des personnes présentes sur place, occasionnant de très nombreuses blessures, souvent graves, allant même jusqu'à plusieurs urgences absolues. Et elle conclut ainsi, de manière générale, nous avons constaté un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux, avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. C'est ce que vous avez ressenti, vous, sur place. C'est-à-dire qu'on était prêt, y compris à ce qu'il y ait des victimes, pour défendre la bassine du côté des forces de l'ordre. Oui. C'est terrible, mais oui. Moi, je partage l'analyse de la Ligue des droits de l'homme. Je n'avais pas vu cet extrait. Mais c'est exactement ça c'est comme ça que je le ressens. C'est pour ça que je dis que c'est complètement affolant, quoi. Pour un trou vide. C'est un scandale d'État ? J'attends que les enquêtes... ça peut le devenir, ouais. Ça peut le devenir. C'est trop tôt. Moi, je suis élu, donc je suis obligé aussi de faire, d'un moment donné, faire référence à tout ce que l'état de droit permet de nous proposer. Donc j'attends des enquêtes circonstanciées, mais je pense que ça peut le devenir, ouais. Je pense que ça peut le devenir. Moi, les blessures,
Encore une fois, c'était pas des gens habillés en noir, hein, les gens qu'on a aidé à évacuer de ce site. Enfin, je sais pas si on aura le temps de revenir là-dessus, mais au-delà du fait qu'on avait un tir de grenade toutes les 2 secondes, hein, c'était le rythme. Qu'on a bouffé des lacrymos, moi j'ai été en grave détresse respiratoire en moins de 10 minutes. J'ai failli... j'ai cru que j'allais crever à Sainte-Soline. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été dans cette situation-là. On arrive, donc ce que je te disais, ce que je te décrivais tout à l'heure, on arrive, et dès qu'on est à portée de tir, c'est un déferlement. Et très très vite, on a de très nombreux blessés, avec des tirs tendus, de LBD, de grenades, de trucs pas très sympathiques. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous les élus ? Alors on pourra se poser la question de est-ce que les élus doivent être... Je sais pas si c'est dans ton... Mais moi, j'aimerais bien qu'on en parle de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On était quand même nombreux, les élus. Hein. Il y en avait beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans ce contexte-là, où on est sur des scènes de guerre et on voit des jeunes arriver défigurés qui vont perdre un œil, qui ont des fractures ouvertes de la mâchoire, des pieds arrachés. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc là, je prends l'initiative, parce que je suis un habitué, malheureusement, des manifestations contre les bassines, je prends l'initiative de rassembler tous mes copains élus et copines élus qui sont en écharpe, bleu, blanc, rouge, donc avec un signe distinctif des représentants de la République. De dire, l'infirmerie de Fortune, on va la faire là, il y a une route goudronnée, et ça va permettre de proposer un lieu accessible pour que les ambulances, à des cadences qu'on espère importantes, puissent venir chercher les blessés. Donc on crée cette zone d'infirmerie de Fortune pour ramener des jeunes qui sont sur le terrain et qui prennent, parce que c'était que des jeunes, qui prennent des grenades et qui sont dans un état... moi, je suis hanté par des images absolument douloureuses. Hein. Eux, ils souffrent plus que moi, hein, je relativise quand même. Et là, on se met en protection, en bouclier. Nous, les élus, avec notre écharpe, et on est distincts. Et là, c'est pour répondre à ta question, ce qu'on a de l'État. Là, on voit arriver les brigades en quad. Et là, les brigades en quad, donc, prennent déjà à revers la foule, c'est-à-dire que la foule qui était en train de se retirer, de s'éloigner des tirs des forces de l'ordre, arrivent par derrière, les prennent à revers et quelque part les poussent à remonter sur le front où on sortait des blessés à une vitesse vertigineuse. Donc c'est juste insupportable. Parce que, alors faut que j'explique le contexte, parce que le vent faisait que quand ils tiraient des lacrymos, elle repartait du côté des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'ils tiraient des lacrymos, mais le vent portait les gaz lacrymaux vers eux. Et donc là, ces quads qui arrivent par derrière peuvent tirer des lacrymos derrière les manifestants, et donc le vent emmène les gaz lacrymogènes sur la foule qui était en train de se replier, de se dire on va sortir de ce piège, on se tire de là, c'est pas notre place. Et là, ils sont pris à revers par les quads, qui les remettent dans la zone extrêmement dangereuse. Et pas content de ça, et là je reviens sur le bouclier qu'on propose avec nos signes distinctifs des charmes d'élus, cette même brigade de quads nous fonce dessus et tire des grenades de désencerclement, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes dans cette infirmerie de Fortune qu'on essaie de protéger et dégage les élus de cette zone-là. On pouvait plus, c'était irrespirable. C'est pour ça que j'ai été pendant 10 minutes en grande détresse respiratoire. J'étais presque du coup dans le camp des blessés qui devaient avoir besoin d'une intervention médicale. Mais elle est où l'éthique ? Elle est où la déontologie quand des forces de l'ordre chargent sans aucun complexe des élus qui sont en protection d'une zone à protéger absolument parce que derrière il y a des blessés et ils savaient très bien ce qu'on faisait là. Ils pouvaient pas l'ignorer. Ils savaient mais bien sûr il y avait l'ambulance. Il y avait l'ambulance derrière nous. Donc là il y a plus aucune éthique, il y a plus aucune déontologie. Donc quand on est sans éthique, sans déontologie, on s'approche quand même d'un scandale d'État. Alors Darmanin a fait sauter un fusil, enfin 2 en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il disait que c'était pas vrai, que les quads avaient tiré des grenades et des lacrymos ou des LBD même depuis le quad. Sauf que les images parlent d'elles-mêmes. Il y a des gens qui sont venus manifester avec une GoPro sur la tête. Donc ils ont pu extraire les images qui montrent clairement les quads qui foncent sur le cordon d'élus qui est en protection,
qui montre que ce cordon d'élus, au-delà de nous foncer dessus, est victime de tirs immodérés de LBD, de lacrymo et de gaz lacrymo, pardon, et de grenades. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il suspend 2 agents. Mais c'est l'aveu qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, c'est facile de dire qu'ils ont fait leur boulot et de dire que rien, mais en vérité, on a vraiment assisté à quelque chose de... J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et nous, on a dû, parce qu'on était nous-mêmes en détresse, abandonner quelques minutes cette zone pour n'y revenir que plus tard, une fois que les gaz lacrymaux étaient dissipés. Mais les blessés graves, eux, ils sont restés dans cette zone irrespirable, au milieu des grenades de désencerclement et assourdissantes. C'est-à-dire que cette attitude pouvait rajouter de la blessure à des gens qui étaient déjà en grande détresse. Mais alors je sais pas si c'est un scandale d'État, mais c'est documenté, en tout cas. C'est documenté, et si je dois témoigner, je témoignerai. Je témoignerai. Ce que tu dis là, c'est étayé, encore une fois, dans le rapport de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que... donc on a eu des enregistrements qui font état de l'entrave des secours, voilà, du SAMU qui ne pouvait pas intervenir parce que les forces de l'ordre ne donnaient pas l'autorisation. Est-ce que toi, sur le terrain, vous avez vu justement cette difficulté à évacuer les blessés? La réponse est absolument. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait établi cette infirmerie de fortune où on essayait, grâce à des street medics qui sont d'un courage... alors eux, je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est énorme ce qu'ils font. Enfin, respect, quoi. Ils sont là, au milieu de scènes de guerre, et rien ne les détourne, absolument rien ne les détourne de cette volonté d'utiliser leurs compétences médicales pour venir au secours de ces gens-là. Je sais pas comment ils font, je sais pas où ils trouvent la ressource, je sais pas comment psychologiquement ces gens-là peuvent être apaisés. J'imagine que c'est pas le cas d'ailleurs. Je les salue. Je les salue parce que j'ai une admiration sans borne pour ces gens-là. Mais alors que on avait des médecins qui étaient en train de prendre en charge sur le bord de cette route où on attendait des secours, nous, on essayait de solliciter la prise en charge par des services d'urgence que cette République offre, même si le système de santé il a pris du plomb dans l'aile avec ce gouvernement. C'est la convergence des luttes aussi, hein, quelque part. On appelait les secours. Et les secours nous disaient, nous, on ne peut pas venir. On ne peut pas venir, les forces de l'ordre nous empêchent de venir. Et donc, on doit essayer d'être créatif. Et là, nous, quand on est élus, la seule chose qu'on puisse essayer de faire, c'est de passer outre ce que les forces de l'ordre, le commandement des forces de l'ordre intime de faire au secours. Et la seule façon de passer outre, c'est d'utiliser notre réseau. Et donc Marine Tondelier, que je salue parce que putain quel bonheur d'avoir une secrétaire générale, porte-parole des Verts, qui est à ce point au combat, décroche son téléphone et appelle le cabinet d'Elisabeth Borne. Elle explique ce qu'on est en train de vivre. Elle explique qu'on a essayé de protéger des blessés, faire un cordon de sécurité, une sorte de bouclier pour que des blessés soient pris en charge par les street medics pour qu'ils soient en sécurité, qu'on essaie d'obtenir l'arrivée d'ambulances qui évacuent ces blessés, qui ont besoin d'être évacués dans des délais extrêmement proches parce que ils sont dans une détresse absolue et que rien n'arrive. Et qu'on nous répond qu'ils ne viendront pas parce que le commandement local leur interdit, parce qu'ils ont reçu des ordres, j'en sais pas plus, mais c'est ça la réponse. Et là, le cabinet de la Première ministre nous dit « Ne vous inquiétez pas, on va débloquer la situation, on vous enverra des ambulances et vous en aurez autant que nécessaire. » Et effectivement, 20 minutes après, on voit arriver le premier véhicule du SMUR. Juste, et je vous laisse... moi, je tire pas de conclusion, je vous donne une information
Et je laisse les gens qui nous écoutent l'analyser. Le camion du SMUR qui arrive à Sainte-Soline, département des Deux-Sèvres, arrive de Charente, du département voisin. Moi, je trouve que cette information est déterminante. Qu'est-ce que ça veut dire en creux? Je suis pas sûr de comprendre. Ça veut dire en creux que c'est pas le SMUR des Deux-Sèvres qui est venu. C'est-à-dire que même la première ministre n'a probablement pas réussi à débloquer la possibilité que des véhicules de santé du département où on était en manifestation, où il y avait des blessés très graves, n'a probablement pas pu débloquer la situation et qu'elle a trouvé une solution en s'appuyant sur les services d'urgence du département voisin. Pour un problème politique ou pour un problème d'absence de capacité de non, véhicule? Je pense... allez, je vais vous le dire. Je pointe du doigt la préfète, tout simplement, la préfète du département, qui assume ce qui s'est passé à Sainte-Soline. C'est très grave. C'est très très grave. Et après, je peux raconter ce premier véhicule qui arrive de Charente, de Ruffec, arrive parce que il vient chercher un blessé qui est dans le coma, donc qui a perdu connaissance et qui présente donc des blessures extrêmement graves. Il arrive, nous on lui donne un peu le descriptif. C'était difficile de dire, c'est très froid, alors que le descriptif un peu des victimes qui sont là sur notre infirmerie de fortune. Et ce qu'on lui décrit ne correspond pas à la personne qui vient chercher parce que y a une urgence absolue qui a été présentée par les street medics et qui montre que c'est pas les gens qui sont là au bord de la route et qui attendent une évacuation, c'est pas sa priorité. Lui, il vient évacuer quelqu'un qui est inconscient avec un grave traumatisme crânien. Donc la personne qui est aujourd'hui encore dans le coma et dont le pronostic vital est engagé. Et donc il est un peu plus loin, donc l'ambulance va un peu plus loin, récupère cette victime, l'emmène à l'hôpital, puis après l'hélicoptère l'emmène sur le CHU de Poitiers. Bref. Mais là, à ce moment-là, où cette ambulance arrive toute sirène hurlante sur le site où on est, on a une jeune fille de 19 ans qui a pris une LBD en pleine face, donc un enfoncement, je sais pas comment on peut dire, orbital. Enfin voilà, je suis pas médecin et donc je sais pas décrire, mais en tout cas elle est sévèrement amochée. Elle a une fracture ouverte de la mâchoire, donc elle est vraiment dans un état critique. Elle est consciente. Et elle entend l'ambulance arriver et repartir. Elle peut pas crier parce qu'elle est complètement dans un état où elle est plus en possibilité de crier, mais elle s'effondre en larmes. C'est-à-dire que à ce moment-là, elle se rend compte que l'ambulance qui est là ne va pas l'emmener. Et pour donner un état la cadence des ambulances commence à se mettre en place. On a régulièrement des ambulances qui viennent chercher des nouveaux blessés. Cette jeune fille dont je vous parle là, et la scène où elle s'effondre en larmes, c'est vers 14h, peut-être 14h30. Elle est évacuée du bord de la route où on avait créé cette infirmerie de fortune à 20h. Quand on voit des blessures de cette ampleur-là, on sait que chaque minute compte. Ça a commencé à quelle heure, à peu près, la confrontation avec les forces de l'ordre? On a commencé à déplorer des blessés graves 13h15, 13h30 par là. Voilà. Les deux qui étaient dans le coma, enfin il n'y en a plus qu'un, mais ils ont été gravement blessés dès le début, vers 13h30. Et ils ont été réellement pris en charge. Ils ont été réellement pris en charge sérieusement, au-delà de tout ce qu'ont pu faire les street medics que je salue encore une fois, que 3h30 après, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été dans un espace hospitalier qui pouvait vraiment commencer à faire des choses pour eux, que 3h30 après. L'autre blessé grave, il a pris une grenade au niveau de la gorge. Il avait la carotide éclatée, donc il était en train de... On sait ce que c'est que la carotide qui se vide, hein, c'est très efficace. 3h30 pour commencer à prendre soin de ce manifestant qui est sévèrement... C'est très grave, c'est très très grave.
Voilà. Est-ce que tu comprends qu'on renvoie dos à dos la violence qu'il y a pu avoir sur les manifestants et sur les gendarmes? Oui, je comprends. Je le comprends, je veux raconter pour dire que je ne suis pas dans une approche manichéenne. Celui qui est encore dans le coma aujourd'hui et dont le pronostic vital est encore engagé doit le fait qu'il est encore en vie maintenant, au moment où on se parle, bien sûr, à l'action extraordinaire des stricts médics, mais aussi parce que un médecin des forces de l'ordre est sorti des rangs et est venu accompagner, avec sa compétence de médecin, les stricts médics qui sont en train de prendre soin de se blesser, et à apporter du matériel médical dont ne disposaient pas les stricts médics. Et c'est peut-être, j'en sais rien, mais c'est peut-être ce petit plus qui fait qu'il est toujours en vie aujourd'hui. Donc, il y a une violence réciproque parce que, effectivement, ce gendarme n'a pas forcément été bien accueilli au début. Mais il a quand même... il est médecin et par-dessus tout, il a voulu donner ce qu'il pouvait donner à la tentative de sauver cette personne qui était en grave difficulté. Donc oui, il y a de la violence réciproque, c'est sûr, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de revenir aux causes, c'est-à-dire que le fait qu'on soit 30 000, le fait qu'il y ait cette manifestation à Sainte-Soline, c'est le pourrissement d'une situation. Et plus la situation pourrit, plus on s'expose à la possibilité d'attirer du public qui n'est pas forcément le public attendu dans une manifestation pacifique. Et donc, tout ça n'aurait pas eu lieu si l'État avait été responsable. Tout ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que la responsabilité de l'État, elle est terrible, parce que si l'État avait fait tout ce qui est dans son pouvoir pour éviter le pourrissement de la situation, cette minorité, je ne sais pas combien ils étaient, 200, 250, j'en sais rien. Cette minorité que cette manifestation a attirée parce que elle a été médiatisée, parce qu'il y a déjà eu Sainte-Soline au mois d'octobre et que c'était déjà extrêmement violent, on aurait pu décider du moratoire et éviter que ces gens-là soient là. Et donc, oui, il y a de la violence réciproque, oui, je dénonce toutes les formes de violence, oui, je dis que les premiers à avoir ouvert les hostilités, c'est les forces de l'ordre, et s'ils n'avaient pas ça, ils ne donnaient pas la possibilité à ces gens-là de donner le change. Il y a quand même ça. Et donc, voilà, moi, ce qui revient comme un leitmotiv, c'est que tout ça a été évitable si l'État avait rempli son rôle. Je vais lire... Je vais lire une partie du manifeste des soulèvements de la Terre sur leur site. À mesure que s'accélère la dégradation des conditions de vie sur Terre, nous sommes de plus en plus nombreux à se sentir tenaillés par la confusion, la colère et l'absence d'horizon. Qu'attendre d'une énième COP ou d'un catalogue printanier de promesses électorales? Seul un basculement radical, un soulèvement pourrait permettre d'enrayer le réchauffement climatique et la 6e extinction massive des espèces déjà en cours. Devant l'ampleur du changement climatique, la vitesse du changement climatique et de l'effondrement du vivant, devant l'inertie aussi des politiques publiques, est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui se révoltent, qui se soulèvent, qui organisent des actions de désobéissance civile? Voilà, c'est quelque chose que vous comprenez? Ben, je le comprends, mais désobéissance civile, c'est pas forcément violence. Je pense d'ailleurs qu'il faut qu'on modifie nos modalités d'intervention. Je pense qu'il faut qu'on modifie ça, c'est-à-dire qu'il faut plus qu'on offre la possibilité de scènes d'affrontement comme celles qu'on a vécues à Sainte-Soline. Il faut qu'on modifie nos scènes, nos modalités d'intervention. La désobéissance civile, ça fait partie des solutions. Moi, je suis un fervent militant contre les OGM. C'est la désobéissance civile qui a permis de prendre conscience, de faire prendre conscience aux citoyens que finalement, on pouvait vivre sans OGM et qu'il fallait s'y opposer. Et c'était pas forcément. Alors même s'il y a eu des scènes de violence, moi je me rappelle du fauchage à Val-d'Yvienne dans la Vienne, c'était quand même terrible. Mais donc je pense qu'il faut qu'on change nos modalités. Mais je peux comprendre, alors que tous les scientifiques un peu sérieux nous disent que il
il y a urgence à agir, et que les gens qui ont aujourd'hui la majorité dans les gouvernances, qu'elles soient d'État, de région, de l'Europe, hein, je suis député européen, moi je suis atterré par les votes d'une majorité de mes collègues qui continuent de prendre tout ça trop à la légère. Ben, quand on est jeune et qu'on essaie de se projeter dans un avenir plus ou moins lointain, que potentiellement on devient parent, jeune parent, comme il y en avait plein à la manifestation, qu'on a donc des enfants, et quand on est parent, ce qu'on espère, c'est de pouvoir leur préparer le meilleur avenir possible. Je comprends que certains se radicalisent face à l'absence de conscience de certains des élus, de nos élus, donc de ceux qui gouvernent, qui n'ont pas pris la juste mesure de l'urgence. Donc je suis pas en train de cautionner la violence, je peux la comprendre. Je peux comprendre que des gens se radicalisent. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Alors le militant Julien Leguet, qui était surveillé par une balise GPS par la police et envisage de porter plainte, ça c'est ce qu'on peut lire dans Sud-Ouest, si je dis pas de bêtises. Il y avait aussi une caméra qui avait été placée au domicile de son père. Il y a une forme de surveillance très forte de la part des autorités vis-à-vis des militants écologistes. Il y a une forme de criminalisation. Mais on peut rajouter les écoutes téléphoniques révélées par le Canard enchaîné. Donc oui, on a déployé des écoutes téléphoniques. Sur qui ? Sur les militants écologistes, et donc forcément, y compris sur des élus. C'est-à-dire que moi, j'ai des échanges téléphoniques avec Julien Leguet. Julien Leguet, on se connaît depuis qu'il est... Voilà. Je connais son père. Son père, il était directeur de l'école de la commune où j'allais travailler tous les matins. Donc je connais cette famille depuis toujours. Et donc, moi, j'ai des échanges avec Julien Leguet. On parle pas que de bassines, d'ailleurs. Donc à partir du moment où on met des militants écologistes sur écoute, on est aussi potentiellement des élus sur écoute. C'est ce que d'ailleurs dit l'officier des renseignements territoriaux quand il dévoile cette information au Canard enchaîné, c'est qu'il dit que nous, à écouter ces gens-là, on a écouté beaucoup d'élus. J'imagine que j'en fais partie. Mais quand on déploie de tels outils d'investigation, on a l'impression qu'ils sont en train d'être à la chasse de terroristes violents qui... à l'instar de ce qui s'est passé au Bataclan ou des événements où le terrorisme a produit ce qu'il y a de pire, ces gens-là seraient dans cette configuration-là. Mais moi, je vais vous parler de mon expérience à moi. C'est que là, il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que, précisément parce que je suis pas favorable à la façon dont on est en train d'imaginer le stockage de l'eau. En mai 2020, un agriculteur m'a tiré dessus avec une arme à feu, à 2 reprises, sur moi et ma famille, et mes salariés, enfin un de mes salariés. En octobre 2021, on pollue, parce qu'on venait de faire une communication sur la récolte d'une parcelle de sarrasin, qui était magnifique d'ailleurs, et donc... les bennes de bout de champ, les bennes de sarrasin sont stockées en bout de champ le temps que la coopérative vienne les enlever pour les livrer à la coopérative et potentiellement faire de la farine de sarrasin. Dans la nuit, des gens sont venus contaminer mes 15 tonnes de sarrasin avec des graines de datura, dans des proportions telles que on a dû détruire la récolte de sarrasin. En fin janvier, début février, j'ai plus la date exacte, 2022, des agriculteurs sont venus étendre des graines de datura dans mes champs pour que le datura pousse tout seul. Alors le datura, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plante extrêmement toxique, à très faible dose, qui, quand il y a des graines, voire même des plantes, parce que le jus de la plante est extrêmement toxique aussi, fait que on menace la santé de ceux qui consomment des graines de datura ou les alcaloïdes qui sont contenus dans la plante. Donc c'est quoi ces façons de faire ? En septembre 2022, c'est pas très loin, hein, on a jeté dans l'enceinte de ma ferme des bidons d'1 litre de liquide allume-feu. Le message est clair, une ferme ça brûle. Sur tous ces sujets-là,
J'ai porté plainte, bien sûr. Toutes mes plaintes sont classées sans suite. Sur tous ces sujets-là, j'ai demandé à la gendarmerie locale d'activer cette fameuse cellule Déméter. La fameuse cellule Déméter qui est là pour protéger les agriculteurs des éventuelles agressions de militants qui ne seraient pas d'accord. La gendarmerie de mon canton me répond: vous êtes écologiste, monsieur Biteau, c'est pas pour vous la cellule Déméter. Je dis: mais vous plaisantez. Je suis aussi agriculteur. Je paye mes cotisations à la MSA. J'ai des salariés qui travaillent sur place. J'ai mon fils qui est devenu agriculteur à côté de moi, mais sur le même siège pour le moment. J'ai ma famille qui vit sur place. Et vous seriez en train de me dire que ces gens-là, parce que je suis écologiste, parce que ils travaillent sur une entreprise agricole reconnue comme telle, ne pourraient pas bénéficier de la protection de la cellule Déméter? Il faut être adhérent à la FNSEA pour profiter de la cellule Déméter? C'est ça la question. C'est ça la question que je pose. Et donc, voilà, c'est ça la vérité. C'est que non seulement mes plaintes sont classées sans suite, mais je peux même pas profiter d'une protection. Et pendant ce temps-là, on déploie des moyens absolument délirants pour surveiller un Julien Leguet, par exemple, ou sa famille. On voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures. Justement, la cellule Déméter, elle a été créée en 2019. Et c'est une cellule spécialisée de la gendarmerie en partenariat, alors si j'ai bien lu, avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs, donc des syndicats qui défendent une certaine vision de l'agriculture, avec aussi dans la mission, alors j'ai plus la terminologie exacte, mais de surveiller une menace idéologique, où c'est dit à peu près dans ces termes-là. Ça veut dire que on le voit avec la cellule Déméter, on le voit aussi avec les répressions qu'il y a eu sur Sainte-Soline. Il y a une volonté de la part du gouvernement de protéger une vision productiviste de l'agriculture. Moi, la question que je pose, c'est: est-ce que c'est pas une menace idéologique de voir des personnes qui, au motif que je suis engagé dans une réflexion différente sur l'émergence de ces bassines, que de vouloir me faire taire? C'est une menace idéologique, ça, quand même, il me semble. Est-ce que... Je vais prendre un autre exemple. Parce que le type qui m'a tiré dessus au pistolet, enfin avec une arme à feu, m'a dit à peu près ce qu'ont dit les gens qui ont agressé Paul François. On en a marre de voir ta gueule sur les médias, faut que tu fermes ta grande gueule et on va s'en occuper. C'est ça qu'on me dit. Mais on me dit ça sur les réseaux sociaux aussi. Parce que j'ai pas parlé des plaintes pour toutes les calomnies, les diffamations et les menaces de mort qui circulent sur Twitter. J'ai pas parlé de ces plaintes-là. Toutes classées sans suite également. C'est d'ailleurs parce que on laisse libre cours à ces propos-là sur les réseaux sociaux que certains se sentent investis de la mission de devoir faire ce que certains invitent à faire sur les réseaux sociaux. Dont des leaders de la FNSEA qui sont dans ces propos-là. Et donc certains se sentent pousser des ailes et prennent leur pistolet et me tirent dessus. Donc ça part de là, c'est-à-dire que quand on a un tel lisier numérique qui circule sur Twitter par exemple, forcément ça désinhibe des gens qui, à l'esprit peut-être plus faible, se sentent obligés de faire ça. Mais je reviens sur Paul François. C'est l'agriculteur qui avait fait condamner Monsanto. Paul François, c'est l'agriculteur qui, effectivement, c'est inédit, est le premier agriculteur au monde à avoir fait condamner Monsanto pour empoisonnement. Il a gagné son procès, il a été gratifié d'une indemnité de 11 500 €, magnifique. Si ça, c'est pas du foutage de gueule, si ça, c'est pas de la protection des empoisonneurs publics, j'y connais rien. Et Paul François, parce qu'il gagne son procès, se voit agressé, c'est de la barbouzerie, par des barbouzes, qui viennent tenter de l'étrangler dans son garage chez lui, et qui tiennent les propos qu'on a tenus à mon endroit. On en a marre de voir ta grande gueule dans les médias, on va te faire taire. Mais est-ce que la cellule Déméter est pas justifiée, là? Est-ce que Paul François, au motif qu'il dénonce l'empoisonnement provoqué par les pesticides, ne doit pas être protégé?
C'est ça la vraie question. Et quand mes collègues députés écologistes ont posé les questions, je pense à Nicolas Thierry par exemple, à Monsieur Darmanin, est-ce que vous allez enfin proposer à Paul François une surveillance digne de ce nom pour éviter que ce genre de choses se multiplient, et que le ministre lui dit il n'y a pas de république, tout le monde sera protégé de la même manière, et que je vous raconte mon histoire juste derrière, et que je vous dis que la gendarmerie de mon canton me dit c'est hors de question, Monsieur Biteau, que vous bénéficiez d'une protection particulière parce que vous êtes écologiste. Mais dans quelle république sommes-nous? Alors que les mêmes, d'ailleurs l'anecdote est croustillante, les mêmes, au mois de mai 2019, quand l'élection est publiée et que je suis élu député européen, les mêmes débarquent dans ma cour de ferme. Le responsable de la brigade de gendarmerie de mon canton débarque avec 2 collègues à lui dans leur petite voiture bleue, là, en délégation, banc et arrière-banc, pour venir me dire « Vous êtes le seul député européen de toute la zone Poitou-Charentes. Nous sommes honorés que ce député soit sur notre canton. Et vous pouvez compter sur nous pour assurer votre protection parce que nous sommes honorés que le seul député européen de toute la zone Poitou-Charentes soit chez nous. Et que quand on passe aux travaux pratiques, et que on me tire dessus, on empoisonne mes bennes de sarrasin, on sème du sarrasin dans mes champs, on me balance du liquide allume-feu, c'est tout juste s'ils veulent prendre les plaintes, et qu'on me dit que je suis pas concerné par les cellules d'émetteurs. C'est ça la vérité des militants écologistes, y compris quand ils sont paysans. Est-ce qu'on assiste là à une forme de police politique rurale? J'en sais rien. En tout cas, parce que non mais oui, enfin vas-y. C'est pas arrivé qu'à toi. Il y a aussi des vice-présidents de, je pense à Antoine Gattet, vice-président de France Nature Environnement, qui reçoit une visite des gendarmes quelques mois après avoir témoigné à la télé. Enfin, en fait, des témoignages comme ça, mais on peut parler de Patrick Picot, qui est le vice-président de Nature Environnement 17, qui est celui qui porte tous les recours juridiques qui ont tous été gagnés contre les bassines, qui la semaine dernière a vu débarquer des agriculteurs avec des chargements de fumier, de lisier, de déchets, de pneus, ils ont dévasté tout son jardin et qui ont pris à partie la femme de Patrick Picot, qui était seule à la maison, qui a été bousculée, qui a été insultée, qui a été violentée par ces gens-là. Est-ce que la justice va passer pour protéger Dominique Picot, la femme de Patrick? Est-ce que quelqu'un va s'occuper de ça? Est-ce que enfin ces gens vont rester ou est-ce qu'enfin ou plutôt est-ce que définitivement l'impunité va s'arrêter sur ces gens-là? Un autre exemple en lien avec Sainte-Soline. Les forces de l'ordre ont été déployées pour empêcher les agriculteurs, le cortège de tracteurs, à rejoindre un endroit où il n'était pas interdit de se rassembler. Ça tranche quand même sérieusement avec les manifestations de la FNSEA où c'est les forces de l'ordre qui les escortent. Tout ça avec des chargements de fumier et de lisier qui vont déverser sur les bâtiments publics. Je vous laisse vous rappeler tous l'état des préfectures, des directions départementales des territoires et de la mer, quand une manifestation de la FNSEA s'organise, où pendant une semaine, il faut nettoyer le fumier, il faut nettoyer le lisier, voilà. Et là, c'est escorté par les forces de l'ordre. Et personne ne les empêche de faire ça. Et la Confédération paysanne qui vient en délégation avec un cortège de tracteurs, non seulement on les escorte pas, mais on les empêche de se rendre sur ce rassemblement. On voit bien quand même que y a pas le même traitement. Ça s'appelle de la cogestion, à minima, avec la FNSEA. De quoi ils ont peur, les forces de l'ordre? De quoi ils ont peur, les décideurs, à dire à la FNSEA, c'est plus possible ce que vous faites? De quoi ils ont peur? C'est quoi le problème du coup? C'est un problème politique? La FNSEA a pris trop de pouvoir dans le pays? Bah, bien sûr. La FNSEA, c'est un système tentaculaire. J'essaie de me calmer. La FNSEA, c'est un système tentaculaire qui a verrouillé tous les espaces de décision. C'est-à-dire que dans les communes rurales, beaucoup d'agriculteurs de la FNSEA ont endossé le rôle de maire. Mais rien que dans la profession agricole, la FNSEA a pris le pouvoir dans les chambres d'agriculture, dans les coopératives agricoles, au SAFER qui distribue le foncier agricole, les banques, le crédit agricole,
mais aussi des instances de concertation, de consultation. Les comités de bassin des agences de l'eau, par exemple, sont complètement verrouillés par la FNSEA. Ce qu'on appelle les CODERST, où c'est là où on réunit les gens qui décident des projets importants sur une zone. La FNSEA est très présente. Et donc, ils ont absolument verrouillé tous les espaces de décision. Et à l'échelon de l'Union européenne, où je siège aujourd'hui au Parlement, quand on parle de politique agricole, le premier boulot que fait la Commission européenne, c'est d'aller consulter ce qu'on appelle le COPA-COGECA, c'est-à-dire que le COPA et la COGECA d'ailleurs, il faut dire comme ça, qui est la fédération des syndicats où siège la FNSEA, qui est d'ailleurs présidée par Christiane Lambert, qui n'est plus depuis 2 ou 3 jours présidente de la FNSEA, mais qui était présidente de la FNSEA, où elle est devenue présidente du COPA et de la COGECA, et qui est toujours d'ailleurs, et qui ne lâche pas son poste à COPA-COGECA. Et donc, il est là le biais. C'est-à-dire qu'au motif qu'on parle de sujets qui traitent de l'agriculture, on a confiné le débat dans un débat agricolo-agricole. C'est-à-dire qu'on parle de la politique agricole commune, ça concerne les agriculteurs, on parle qu'avec eux. Sauf que la politique agricole commune, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. Tout le monde est concerné. La politique agricole commune, c'est aussi notre alimentation. La politique agricole commune, c'est aussi le climat. La politique agricole commune, c'est aussi la biodiversité. La politique agricole commune, c'est aussi la santé. À quel moment les décideurs, ceux qui écrivent des textes, vont replacer cette question de l'agriculture, mais aussi de l'alimentation, du climat, de la biodiversité et de la santé, dans un débat de société? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au motif que ces politiques publiques ou que ces décisions concernent le monde agricole, on ne consulte que la FNSEA. Au motif qu'ils seraient les seuls représentants dignes d'être consultés pour parler de ces sujets-là. Mais quel biais énorme! Et donc, je ne comprends pas que, à l'échelon national, les gouvernements continuent d'être dans cette logique-là. Je ne comprends pas qu'à l'échelon européen, quand on parle d'un sujet comme la PAC, on n'étende pas le sujet à un débat de société. Et sur la PAC en France, le Comité national du débat public, ou la commission, je ne sais plus comment on dit, avait dû engager une consultation publique, parce que c'est la loi, parce que quand on a une politique qui a des impacts environnementaux, il faut engager une consultation publique. Et malgré la période un peu compliquée de confinement au moment où le CNDP devait faire cette consultation publique, ils ont recueilli des contributions extrêmement intéressantes, où on sentait bien qu'il y avait une vraie nécessité de replacer ce sujet dans un débat de société. Et à l'instar de la consultation citoyenne qui a été faite pour le climat, toutes les contributions qui ont été faites dans ce cadre-là, de la consultation des citoyens, a été complètement balayée d'un revers de main. Et donc, dans la déclinaison de la politique agricole commune en France, on n'a retenu que les propositions de la FNSEA. Et donc, la consultation citoyenne n'a pas existé. Donc, c'est délibéré. C'est délibéré. On considère que... sur tous les sujets qui causent d'agriculture, c'est la FNSEA qui a la main. C'est pas très démocratique, tout ça. Et là, ça convoque la dimension d'état de droit, et je reviens sur Sainte-Soline. Des collègues élus, des citoyens, m'interpellent souvent et me disent « Mais qu'est-ce que toi, élu, tu fous dans des manifestations qui tournent mal, comme celle de Sainte-Soline au mois d'octobre, ou comme celle de Sainte-Soline le 25 mars. » Mais ma réponse est très simple. On me dit, mais tu respectes pas l'état de droit parce que y a un arrêté préfectoral qui interdit la manifestation. Alors c'est pas interdit la manifestation, c'était 2 communes qui étaient interdites de rassemblement. C'est des subtilités. Mais donc, toi qui es élu, tu dois respecter les décisions préfectorales, tu dois te plier à cet état de droit. Mais moi, je repose, en réponse à cette question-là, je pose des questions. Comment est-ce qu'un élu fait quand l'État lui-même piétine en permanence l'état de droit? C'est-à-dire que quand un État avance au forceps, signe des arrêtés préfectoraux
de début des travaux alors que tous les recours sont gagnés en justice. Comment est-ce qu'un élu fait pour résister à ça? Parce que j'ai l'impression d'avoir épuisé tout ce que nous offre cette démocratie, tout ce que nous offre cette République de recours faisant référence à l'état de droit. Donc là, l'état de droit, c'est de dire c'est perdu en justice, ces projets ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur à l'échelon national, à l'échelon européen. Temps mort, on remet tout ça à plat et on essaie de se mettre en conformité. C'est pas du tout ce qui se passe. Comment est-ce que fait un élu pour dénoncer ça? Comment est-ce que fait un élu quand il est consulté par des citoyens qui disent « on ne veut pas que nos impôts servent à ça ». On ne veut pas parce que, et là encore une fois, comment fait un élu pour répondre à ça? Parce que des scientifiques disent que ce n'est pas la bonne façon d'avancer pour permettre une bonne gestion de l'eau. Comment est-ce qu'un élu fait quand c'est l'État lui-même qui piétine la démocratie et l'État de droit? À part se retrouver en soutien de ces citoyens qui disent « regardez-nous, ça ne nous va pas ». Comment je fais d'autre? Donc, on me dit, mais utilise toutes les juridictions possibles. Mais c'est déjà ce qu'on a fait. Et toutes ces juridictions, la justice, mais aussi les scientifiques, nous disent que c'est pas la bonne réponse. Et malgré ça, on avance au pas de charge. Dernière question, est-ce que tu as un message à adresser aux gens qui nous écoutent? Ça, c'est difficile. Le message que j'ai à leur adresser, c'est que il y a des élus, dont je fais partie, qui sont conscients de l'urgence climatique, qui sont conscients de l'avenir qu'on est en train de proposer à nos enfants si rien ne change, et que on doit tous se serrer les coudes pour faire ça, et qu'on doit dénoncer l'attitude de ceux qui sont en protection d'intérêts privés, d'intérêts mercantiles, qui ne préparent pas au mieux l'avenir des générations futures. On a besoin que la mobilisation soit plus forte. Quand j'ai dit ça, c'est pas du tout un appel à la violence. Nous devons faire ça de manière pacifique. Ce que nous devons faire, c'est faire nombre. Ce que nous devons faire, c'est montrer que on est conscient de ce qui se joue et qu'il serait urgent que eux, ceux qui décident, prennent aussi l'ampleur de cette urgence rapidement parce que c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux et ça se voit de plus en plus. Donc voilà, moi j'espère que nous allons réussir, je dis nous, à ce que ce qu'on a vécu à Sainte-Soline ne se reproduise plus jamais, parce que on sera suffisamment nombreux à réclamer autre chose et qu'on sera suffisamment nombreux à montrer que, pour dire à cet État plutôt, à ces décideurs, que ce qu'ils font n'est pas conforme à ce qu'on espère et de ce qu'on attendait d'eux et de ce qu'on attend d'eux pour demain. Benoît Biteau, un grand merci d'être venu dans le Green Eater Club témoigner. Merci beaucoup de m'y avoir invité. À bientôt. À très bientôt.